Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis Daniel Belleville du marketing événementiel et je serai votre animateur pour cet événement SAQ Inspire Joyau du Montalcino avec la maison Col d'Orcia. Pour commencer, voici le déroulement de la dégustation. Alors, premièrement, avant chaque service, je vais nommer le vin qui sera présenté. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez mettre sur pause cette dégustation à n'importe quel moment afin d'y aller à votre rythme et poursuivre comme bon vous semble. Aussi, si vous appréciez cette dégustation, merci de cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu. En terminant, n'hésitez pas à partager votre expérience sur les réseaux sociaux en ajoutant hashtag SAQ. Laissez-moi maintenant vous présenter notre invité d'honneur. Il est président de Col d'Orcia, mais surtout un vigneron bien engagé. J'ai eu la chance de le rencontrer à l'automne 2022 lors de la deuxième édition de la Grande Serrata. Nous sommes extrêmement choyés d'avoir avec nous le comte Francesco Marrone Cinzano. Monsieur Marrone Cinzano, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci de cette opportunité de parler de mes vins, de les déguster ensemble. Je suis ravi d'être là avec vous virtuellement. Oui, ben, on est très content de vous avoir avec nous aussi aujourd'hui. Alors, ben justement, nous, avant de discuter avec vous, on va prendre quelques instants pour écouter une petite capsule sur l'appellation Brunello del Montalcino, tout en voyageant virtuellement dans cette magnifique région de la Toscane. Alors, vous, à la maison, pendant le visionnement, je vous invite à vous servir un verre de Brunello del Montalcino 2006 que vous avez eu dans votre coffret. Donc, bon visionnement. Bienvenue à ce petit interlude qui portera sur quelques précisions à propos du sujet phare de l'événement, soit la région de Montalcino, et bien sûr tous les trésors viticoles qu'elle a à nous offrir. D'abord, une mise en contexte dans un premier temps avec cette carte topographique de l'Italie, qui est visiblement une péninsule qui s'avance dans la Méditerranée. Or, on souhaite surtout vous amener dans l'une de ces 20 grandes régions viticoles, une des plus renommées, la Toscane, que vous voyez ici. Vous connaissez sûrement déjà bien la région, qu'on reconnaît à ses paysages bucoliques ponctués de collines verdoyantes et de rangées de cyprès. D'ailleurs, ces rangées d'arbres sveltes et saillants ne sont pas simplement jolis. Ils vont aussi jouer un rôle d'importance comme celui de brise-vent, que ce soit pour les chemins sinueux qui parcourent les lieux ou encore la protection des vignes et de ses fruits dans les vignobles environnants. Mais la Toscane, c'est aussi l'endroit où l'on trouve probablement l'appellation la plus connue d'Italie, Chianti Classico. Évidemment, la plus connue de par la qualité des vins qui en proviennent, leur réputation depuis longtemps acquise, mais aussi parce que cette appellation-là ne pouvait pas être mieux encerclée entre les mythiques villes de Florence et de Sienne. Longtemps, ces villes-là ont été en compétition l'une l'autre au Moyen Âge, se disputant notamment le règne sur la Toscane. Évidemment, dans ce contexte, on ne peut pas passer outre vous faire voyager via quelques images. Voici donc d'abord Florence avec le majestueux Duomo de la cathédrale Santa Maria del Fiore, finalisé au 15e siècle. Prouesse d'architecture pour l'époque, ce dôme gigantesque fait partie des plus belles œuvres qui caractérisent la Renaissance. D'autres exemples qui teintent cette période culturelle des plus fastes, le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, fresque réalisée par Michel-Ange, qu'on connaît aussi pour le fameux David. Et que dire du génie de Leonardo da Vinci, aussi doué en sciences qu'en art, dont voici d'ailleurs l'énigmatique Mona Lisa. C'est aussi à lui que l'on doit ce tableau de la dernière scène, une œuvre qui pourrait être baptisée le premier selfie de l'histoire. On rigole, mais reste que chaque personne a été peinte de façon à ce que tous soient bien assis en face de l'œil de l'observateur. Et si on se tourne du côté de Sienne, ville un peu plus menue, mais qui a aussi connu la gloire, on peut ici admirer sa fameuse cathédrale, mais aussi l'impressionnante Piazza del Campo, une place publique qui se distingue par sa forme aux allures de coquille Saint-Jacques, dont les 9 sections incurvées représentaient le conseil du même nombre, régime politique qui régnait sur la ville au moment de sa construction. C'est un endroit qui encore aujourd'hui accueille des courses hippiques et des étapes d'épreuves cyclistes, mais l'endroit a aussi été le théâtre de différents tournages, notamment une scène de James Bond dans Quantum of Solace, où Daniel Craig s'échappe d'une mauvaise posture en courant sur les toits qui la ceinturent. Mais là où l'on souhaite vous amener, c'est un peu plus au sud,
environ une quarantaine de kilomètres de Sienne, à Montalcino. Et l'histoire de ce petit village médiéval, elle est vraiment intéressante. C'est en fait un événement précis qui allait forger l'identité des vins de la place, aujourd'hui reconnus comme parmi les plus grands d'Italie. On doit reculer au 19e siècle, alors que Clemente Santi, propriétaire d'un vignoble à cet endroit, décide de faire, en quelque sorte, quelques expérimentations. En fait, son objectif était de produire des vins de Sangiovese qui pouvaient avoir toutes les chances d'engendrer des cuvées d'une stature plus imposante, voire d'un meilleur potentiel de garde. Et ça, c'est contrairement à l'élan de surproduction de vins plus anonymes et bon marché qui était alors plutôt monnaie courante. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a identifié ses meilleurs plants de Sangiovese, ceux qui se distinguaient notamment en développant des fruits de plus grande qualité, pour ensuite en multiplier le matériel végétal. C'est un concept qu'on appelle la sélection clonale. En reproduisant les plantes mères, les nouveaux plants possèdent eux aussi tous les avantages souhaités. Et évidemment, à ça s'ajoute la notion de terroir et les meilleures pratiques culturelles. Mais ça finit par donner les résultats escomptés. Les vins engendrés étaient capables d'être laissés à vieillir plus longtemps en fût de chêne et, de par leur nature, ils avaient une couleur plus intense et, avec l'âge, se paraient d'une teinte plus brunâtre. C'est ainsi qu'est née la version Brunello du cépage Sangiovese Grosso. Alors, devant le succès obtenu, d'autres producteurs ont emboîté le pas et, de fil en aiguille, les vins du Sangiovese provenant de ce village-là allait finalement obtenir une reconnaissance via l'attribution officielle de l'appellation Brunello di Montalcino, et c'est en 1966. Et pour complément d'information, et parce que ça va assurément vous permettre de faire des liens avec d'autres styles de vin que vous avez l'habitude de voir, il faut savoir qu'il existe d'autres appellations provenant du même endroit. Par exemple, le Rosso di Montalcino, qui est souvent pris à tort pour le petit frère du réputé Brunello di Montalcino, mais c'est vraiment un vin à part entière qui, même s'il provient de la même aire d'appellation et du même cépage, est simplement originaire de parcelles différentes qui engendrent des vins moins puissants. Oui, possiblement issus de vignes encore en jeunesse, mais l'élément déterminant, qui est l'endroit où la vigne sera cultivée, va faire en sorte que ça va être des vins plus légers et plus accessibles, et pour lesquels les élevages vont être volontairement limités, justement pour favoriser leur expression fruitée. À titre de comparaison, un Rosso di Montalcino n'aurait même pas besoin de faire un élevage en fût de chêne. Donc, ça reste un choix du producteur. Mais par contre, si on aspire à l'appellation Brunello di Montalcino, l'élevage en fût et en bouteille vont être obligatoires. Et là, dans ce cas-ci, on parle de 5 ans au total, dont minimum 2 ans et demi en fût de chêne. Évidemment, c'est un minimum. Les temps d'élevage pourraient être plus longs. Dernier petit clin d'œil sur une autre avenue possible dans la production de vin à Montalcino, c'est qu'on peut également décider de faire une cuvée en utilisant bon nombre d'autres cépages, notamment ceux qu'on nomme cépages internationaux, donc les fameux Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah en noir ou encore le Chardonnay en blanc, pour ne nommer que ceux-là. Et à ce moment-là, les cuvées seront commercialisées sous le nom d'appellation Sant'Antimo. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre petit voyage dans le temps sur la région de Montalcino, en espérant que ça vous a plu et nous vous souhaitons une excellente poursuite de l'activité et un moment de dégustation des plus agréables. Alors, c'est toujours super intéressant d'apprendre justement un petit peu plus sur l'appellation. J'espère que vous, à la maison, vous en avez appris un petit peu plus. Puis aussi, c'est tellement une région magnifique, j'espère, et je vous encourage d'y aller si ce n'est pas déjà fait. Donc, M. Marrone Cinzano, je suis très heureux justement de passer la prochaine heure avec vous. Je commencerai par vous poser une première question. Alors, Col d'Orcia est l'un des domaines les plus anciens de toute l'appellation Brunello di Montalcino. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de Col d'Orcia qui date quand même de tout près de 150 ans? Oui, on est sur les coteaux sud du territoire de l'appellation de Montalcino, l'appellation du Brunello, la partie de Montalcino la plus proche de la côte, la plus proche de la Méditerranée. Et c'est une partie du monde, une partie de la Toscane qui est cultivée depuis très longtemps. En fait, on produit du vin sur cette partie de Montalcino depuis 2000. Qui date justement de l'époque de la civilisation étrusque, la civilisation qui était ici avant les Romains, et qui produisait déjà du vin.
Puis, dans les siècles, on pense que cette partie de la Toscane était gérée, était de propriété des Templiers, de moines Templiers, OK. justement parce qu'on n'a pas de nouvelles pendant le Moyen Âge. Et tout d'un coup, au XIVe siècle, cette colline apparaît dans les archives de la République de Sienne comme une ferme composée de 32 maisons fermières. Alors, un OK. grand domaine qui participe à la fondation de l'appellation Brunello di Montalcino à la moitié du XIXe siècle et qui, dans l'exposition de vins de Toscane de l'année 1933, est déjà présente avec 3 millésimes. OK. C'est-à-dire que c'était un producteur déjà affirmé, un Oui, producteur qui exact. produisait déjà des vins avec la caractéristique la plus importante du Brunello, la capacité de vieillissement. Et voilà, et puis mon père, avec un flair assez inusuel, avec une vision du futur très claire, a décidé d'acheter ce domaine de Col d'Orsa dans l'année 1973. Et depuis là, on a le privilège de cultiver cette partie du monde. Bien, justement, vous parlez de votre père, ça m'amène à vous poser la question. Concernant votre famille Marrone Cinzano, que faisiez-vous avant l'acquisition, justement, de Col d'Orcia? Ben, ma famille est une famille productrice de vin depuis plusieurs générations. Et en fait, l'origine est dans les alentours de la ville de Turin, dans le nord-ouest de l'Italie, Oui. et la patrie du vermouth, le vermouth Sanzano, la patrie aussi de Asti Spumante. On était producteur de Qu'on connaît très bien vin ici au Québec. mousseux. Voilà, produit avec le raisin Moscato. Et c'est-à-dire, je suis né entouré de bouteilles de vin et entre mes premiers souvenirs d'enfance, il y a la récolte des raisins à la fin de l'été, comme tout vigneron classique, comme toute famille de vignerons classique. Et voilà, et puis j'ai repris ce domaine en 1991 et je me suis dédié à faire croître pas seulement le domaine de Col d'Orcia, mais aussi l'appellation, le territoire, la communauté, le groupe de producteurs qui nous entoure ici à Montalcino. Et puis là, vous me dites que vous avez justement pris le contrôle à partir de 91. Depuis 1991, que ça fait quand même quelques années, est-ce que vous avez vu votre rôle évoluer? Comment ça se passe depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui? Ben, Montalcino a beaucoup changé et il faut dire que on a contribué, ma famille, mon père avant et puis moi-même aussi, on a contribué à la distribution et à la notoriété des vins de Montalcino en Italie, parce que Montalcino, le Brunello, était peu connu même en Italie et puis Mhm. en Europe et dans le reste du monde. On s'est toujours dédié à l'exportation, à faire connaître cette appellation, ce vin très, très spécial, ce vin qui doit rester à la cave avant de pouvoir sortir pour 5 ans. Et si on parle de l'étiquette de l'appellation Riserva, il faut attendre la 6e année depuis la récolte pour pouvoir envoyer le vin dans les 4 coins du monde. Et, et voilà que c'est un honneur un peu de pouvoir cultiver ce parti de la Toscane, d'avoir planté 140 hectares désormais de vignobles dédiés à cette appellation qui est devenue si fameuse. Mais en 91, quand j'ai commencé, c'était peu connu et il a fallu l'effort de tout le monde ici à Montalcino pour arriver à la notoriété qu'on a aujourd'hui, probablement le vin italien le plus fameux dans le monde. J'allais justement dire, là, présentement, vous avez définitivement une belle notoriété, en tout cas auprès des Québécois. Donc, ça, pour cette partie-là, bravo, bien réussi.
Alors, ça nous apporte justement, ça nous amène à la description du premier vin. Donc, nous avons ici le Col d'Orcia Brunello de Montalcino 2006, justement un millésime évolué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement ce vin et ce millésime évolué? Oui, ben avant tout, c'est un millésime historique, c'est un des grands millésimes du siècle, du nouveau siècle. Et on va voir quels autres, peut-être le 2016 peut se comparer, mais Mhm. c'est le type de millésime qu'on voit une fois tous les 10 ans au niveau de qualité. Un climat très équilibré, un climat qui nous donne cet équilibre spécial entre structure, Oui. profondeur de saveur et aussi en même temps élégance et légèreté. Parce qu'en fait, vous savez, le Brunello Montalcino est un vin de corps moyen. C'est pas un vin de grande structure, mais c'est plutôt joué sur l'élégance et sur l'harmonie de différents composants. En l'année 2006, on a quand même un vin qui a eu un bel été de chaleur, OK. qui a atteint une belle concentration de fruits rouges, de cerises, de cerises sotto spirito, comme on dit, euh, préservées en alcool, OK, n'est-ce oui. pas? Et voilà, un beau charge aromatique, n'est-ce pas? Et voilà, plutôt que un impact extraordinaire au début de la dégustation, c'est plutôt sur l'arrière-goût et la persistance qui se joue le caractéristique de ce vin. Il est encore plutôt jeune. Mhm. On sent sur le palais une belle fraîcheur. Évidemment, il y a les premiers signes de tertiaire, d'évolution, mais encore beaucoup d'espace d'évolution Oui, justement. dans les prochaines années. Ben, à ce sujet-là, justement, vous dites qu'il est encore un petit peu jeune. Vous direz, ce serait quoi le potentiel de garde pour les gens à la maison qui ont justement des bouteilles de 2006 ou tout près d'eux, là, des millésimes similaires? Ben, la réponse officielle des producteurs de Montalcino est qu'un bon Brunello, un Brunello qui était embouteillé avec une perspective de vieillissement, Oui. et il faut attendre entre les 20 et 25 années pour atteindre le maximum d'évolution et le point le plus haut de jouissement De justement son de potentiel, cette justement. caractéristique. OK. OK. Et puis, donc, 20 à 25 ans, donc, présentement, il sera encore bon jusqu'en 2026. Entre 2026 et 2031, ça serait vraiment le plateau, Absolument. un beau moment justement pour déguster ce vin. Excellent. Et Absolument, c'est ça. Et vous savez, en fait, par la suite, chaque bouteille est différente, oui, évidemment, vous savez. Mais on a ouvert des bouteilles avec 50 ans. Justement, le mois passé, on a célébré les 50 ans de l'arrivée de mon père à Montalcino, à Col d'Orcia. Et oui. on a ouvert du Brunello di Montalcino Riserva de l'année 1973. Un Oh, vin wow. qui est dans la bouteille depuis 45 ans. Et voilà, c'était tout à fait extraordinaire, un vin encore vif, euh, très équilibré, sans défaut, et qui nous a donné des émotions absolument uniques. Alors, le Brunello Montalcino est la valeur principale, la plus importante du Brunello, c'est justement cette capacité de vieillissement. Ce beau potentiel de le Et garder. OK. OK. Donc, pour vous à la voilà. maison, justement, qu'il y avait des bouteilles de Brunello de Montalcino, justement, dans votre cave ou dans votre cellier. Alors, sous les meilleures conditions, des conditions optimales, sachez comme de quoi que vous avez encore le temps de le garder dans votre cave ou votre cellier avant de l'ouvrir. Mais lorsque vous avez l'occasion, il y a toujours une bonne occasion d'ouvrir une bonne bouteille, justement, évoluée et de col d'orchette si vous l'avez. Donc, L'important, c'est d'avoir des amis avec qui partager ça.
Ben, Il faut partager ça. C'est un plaisir qui augmente avec le numéro de gens avec qui on partage ça. ben, c'est excellent. Vous m'amenez justement à mon prochain point. J'allais vous poser la question, avec quels accords? Alors, si on parle de repas, on parle de rassembler les gens, on parle de repas. Donc, quel genre d'accord que vous suggérez justement avec ce vin? Moi, je respecte beaucoup les grands chefs qui font des accords spéciaux, qui étudient un mets avec chaque vin, chaque bouteille. Moi, je suis plutôt libéral, mais justement, je pense que dans le choix, je pense que de toute façon, des recettes avec une belle intensité de goût, évidemment, les gibiers dont on a une belle sélection ici sur la colline aux alentours de nous, du cerf, du Ben, j'allais dire, nous, chevreuil. on a du cerf ce qui est très populaire ou autre. C'est le cerf du Québec qui est quand même très populaire ici. Donc, ce serait définitivement une option, justement, avec ce vin-là. Le cerf du Québec aussi, nous, on l'a. On l'a. Mais je vous dirai un petit secret. Moi, je regarde sur Internet, il y a un site québécois avec les recettes des gibiers, les recettes de cuisine en film. Et c'est très facile à répliquer les recettes. Alors, parfois, je cherche sur les sites Internet de québécois. Étant dans la francophonie, justement, on a une belle fenêtre, justement, sur la gastronomie et sur les accords qu'on peut donner aux gens qui tiennent à le rechercher. Ben, aussi, si vous regardez sur resthockey.com, merci de le rappeler aussi, c'est que sur resthockey.com, lorsque vous recherchez un vin, on a aussi des suggestions d'accords. Donc, si vous voulez justement répéter exactement ces mêmes assiettes ou avoir des inspirations, vous pouvez toujours aller aussi sur resthockey.com lorsque vous recherchez un vin de la Toscane ou de Brunello de Montalcino plus spécifiquement, vous allez avoir des suggestions. Des suggestions. Voilà, Ouais. mais de toute façon, parfois, vous savez, un beau fromage, un beau pecorino tel qu'on le trouve ici sur les collines aux Ouais, alentours de Sienne, avec un tout petit peu d'huile d'olive et le verre de Brunello, c'est toute une fête. excellent. Excellent. Ben, merci beaucoup. Justement, merci beaucoup. Ça nous met l'eau à la bouche. Donc, ben, écoutez, ça m'amène à ma prochaine question. Si on regarde les changements climatiques, c'est un petit peu dans les sujets de nos jours. Ben, comment ces changements-là ont affecté la production de vin pour Col d'Orchia? Puis est-ce que vous êtes muni justement d'une philosophie ou d'une politique environnementale? Vous savez, pour nous, la qualité ici à Cordoccia, c'est un respect de la nature, c'est un respect des comportements, de savoir lire le vignoble et entendre le message que le vignoble te donne, est en train de te donner. Et c'est l'harmonie avec l'environnement qui nous apporte la qualité. Alors, il faut suivre l'évolution. Il est sûr que avec le changement climatique, la nature change, la Oui. nature évolue. Mhm. Et il faut entendre cette évolution de façon à pouvoir accompagner les plants de vigne dans leur parcours. On a remarqué, par exemple, dans les deux toutes dernières sécheresses, celle de euh, 2016, 2012 OK. et, et 2022, un changement de comportement de la vigne. On a étudié avec l'Université de Florence et on a découvert, par exemple, une majeure accumulation de calcium de part de la plante. OK. Le professeur de l'Université de Florence me disait, c'est comme si la plante est en train de construire des parois plus solides dans la peau des raisins pour se défendre du soleil direct, de la sécheresse, de la vague de chaleur. Donc, Et c'est justement ce... la vigne elle-même, elle s'adapte justement sans l'intervention du vigneron ou autre. La vigne elle-même, elle s'adapte à Dame Nature et ce que la nature lui donne et ce que l'environnement et le climat lui donnent. C'est ça. Et alors, il faut entendre ces changements et accompagner
la nature a accompagné le vignoble dans ce chemin. Il ne faut absolument pas se mettre dans l'état d'esprit de combattre le changement climatique. Ça serait une bataille perdue. D'ailleurs, comme je disais au début, on produit du vin ici depuis 2700 ans. Le changement climatique, peut-être que ce territoire a déjà vu des Sûrement. périodes différentes du passé comme climat. Et voilà, et c'est question de travailler avec la nature. Travailler ensemble, donc c'est une belle danse à deux entre le vigneron et justement Dame Nature. C'est ça, c'est ça. Respecter l'évolution naturelle des choses. Bien, justement, vous parlez comme de quoi que vous avez des politiques environnementales. Si je ne me trompe pas, vous êtes certifié biologique depuis 2010, c'est ça? Voilà, si, justement, vous savez, Kodosh se trouve dans un territoire qui est un parc naturel, le parc naturel de la vallée de l'Orsia, de la rivière qui court ici au fond de la propriété, qui est aussi patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Et c'est un territoire qui a une biodiversité extraordinaire. Pensez-vous que Montalcino, la commune de l'appellation Brunello, Mhm. a encore 50% de son territoire couvert par bois naturel. C'est OK. vraiment un spectacle de biodiversité. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour apporter à cette partie du monde tellement extraordinaire? Qu'est-ce que je peux apporter moi-même ici à Côte d'Orge? C'est là Oui. que j'ai décidé de transformer tout le domaine dans une ferme biologique. OK. Et justement, on a commencé la certification en l'année 2010 et on vient d'achever notre 14e récolte certifiée biologique. Et puis, depuis le mois Félicitations. passé, merci. Et puis, depuis le mois passé, on a obtenu la certification, en italien on dit sostenibile, Éco-responsable, oui. éco-responsable du point de vue de l'environnement, mais Oui. aussi responsable social, côté social, c'est-à-dire les rapports de travaux avec les gens qui travaillent ici, Oui. mais avec les fournisseurs, avec les clients. Ils ont rentré dans un cercle positif de contribuer tous à préserver l'environnement dans lequel on vit. Donc, l'effort ne va pas juste dans la bouteille et dans le vin, mais aussi dans tout l'environnement qui entoure Col d'Orcia. C'est ça, avec la contribution de tous ceux qui travaillent et vivent ici dans les alentours. Bravo, bravo. Donc, ben écoutez, justement, on va passer à la dégustation du deuxième vin. Je pense qu'on a tous hâte à déguster le deuxième vin. Alors, c'est le cuvée Poggio al Vento Riserva 2012, toujours dans le Brunello del Montalcino. Alors, pour ce vin-là, cette cuvée-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, avec son millésime aussi de 2012? Alors, Brunello di Montalcino Riserva, Poggio al Vento, Mhm. qui veut dire c'est le haut d'une colline venteuse. C'est une partie du domaine, c'est dans le cœur du domaine de Col d'Orcia, OK. sur un terrain sableux. Alors, la différence entre le premier vin que vous avez goûté 2006 et ce deuxième vin, c'est Oui. surtout le terrain. Dans le premier vin, on a des terrains plus d'argile. OK. Et ici, on a des terrains plus sableux, c'est-à-dire un ancien fond marin très riche en pierre, en structure et en fossiles, et avec une composante de calcium, de sols qui sont pas du tout acides, plutôt alcalins, qui définissent la structure des tanins de ce vin. Alors, je crois que vous allez pouvoir vous rendre compte en goûtant que il y a une belle structure de tanins, mais des tanins très soyeux et très fins, euh, très intenses, mais comme je disais, un peu veloutés.
Mhm, mhm. Et 2012, c'est un millésime assez particulier parce qu'il y a eu une sécheresse et la production a été très limitée. OK. D'ailleurs, on a produit seulement la moitié d'une production traditionnelle de cette étiquette. C'est des bouteilles assez rares, Mhm. euh, Merci. mais qui ont un très beau équilibre. Et un vin qu'on a gardé 4 ans dans les grands fûts en chêne OK. et puis dans la bouteille. C'est un vin qu'on fait sortir habituellement avec 7 ans d'âge minimum et qui D'accord. reste aussi bien que le premier vin qu'on a goûté, le 2006, assez jeune, avec une perspective de vieillissement futur assez important. Ça, c'est un vin qu'on produit pas dans tous les millésimes, seulement dans les meilleurs millésimes, Mhm. qui nous donnent la sûreté d'une évolution dans le temps absolument parfaite. Ça garantit une plus grande qualité, justement, de cette cuvée-là et de cette appellation-là. Ben justement, vous dites qu'il y avait une différence entre les deux terres, les deux terroirs, pas terroirs, mais les deux terres. Un était plus granuleux, l'autre plus sablonneux. Donc, c'est quoi la différence justement entre les deux? C'est quoi est-ce que ça a une différence dans la structure? C'est quoi les différences exactement entre les deux terres? Ben, les terrains avec plus d'argile ont la tendance à se fermer pendant l'été avec la saison sèche de euh, se fermer aux alentours, autour des racines de la plante Oui, et de causer plus de stress, plus OK. de difficultés et concentration des raisins, Mm. un peu plus de profondeur dans le vin. Et par contre, le deuxième vin, le Poggio-Vento, le terrain sableux donne plus de liberté aux racines de se développer dans le sous-sol, d'aller plus profond, de se euh, défendre mieux de sécheresse, D'où justement parce que 2012, d'où justement vous avez dit que 2012, c'était une journée excuse-moi, une année de sécheresse et canicule. Donc, ce sol-là a justement aidé à pouvoir justement sortir un millésime lors de cette sécheresse-là. justement, c'est ça. Et comme je disais avant, je crois que vous pouvez remarquer comme dans le premier vin, les tanins laissent un arrière-goût encore un tout petit peu de sécheresse sur le palais, un peu de sensation sec. Et par contre, le 2012 est très soyeux et il n'y a pas de sensation de sexe Mm. telle que les tanins sont plus fins. Il y en a pas moins, mais ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus, euh, comme je disais, comme de la soie sur le Oui, palais. oui, définitivement. Alors, juste pour finir avec ce vin-là, si on avait d'autres suggestions d'accords à faire avec ce vin, est-ce que ça serait similaire au premier ou est-ce qu'on aurait nécessairement autre suggestions? Ben, je crois que, disons, ce qu'on a dit auparavant s'applique ici aussi. On peut être un peu plus délicat. Si je fais un ragoût avec du vin rouge, j'utilise peut-être le 2006. Si je fais un ragoût avec du vin blanc, plus délicat en saveur, j'utilise le deuxième vin, pour D'accord. ainsi dire. Alors, des recettes un peu moins costauds de goût plus délicate. Alors, justement, on parle de ragoût. Ben, nous, on entre dans notre saison hivernale, donc des ragoûts, ce serait justement un mets de confort, comme on appelle chez nous. Parfait. Et Donc, puis, oui. toujours les fromages, Oui, on peut je ne sais pas si vous recevez, au Québec, vous recevez un peu de gorgonzola de temps en temps. on a beaucoup de fromages à l'international, mais on est aussi très choyé au Québec d'avoir beaucoup de fromages d'ici qui, justement, se comparent très bien avec les fromages soit italiens ou français. Donc, oui, on est très choyé d'avoir une belle variété de fromages à l'international, mais aussi des très beaux fromages locaux. Donc, définitivement à essayer à la maison avec les deux premiers Brunello de Montalcino.
Euh, Je dois venir goûter les fromages du Québec ben, bien alors. sûr, bien sûr. Justement, je crois sans voler de scoop, je crois qu'il y a des chances on se revoit dans 2 ou 3 ans. On est en train de planifier notre calendrier déjà à l'avance et puis on verra justement comment ça se passe, mais en espérant nous voir plus tôt aussi. On, pa- J'espère aussi. oui. Vous parlez justement, on parlait d'appellation, on parlait de terroir, mais Col d'Orchia aussi fait aussi beaucoup de recherche et développement sur le cépage Sangiovese. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu plus de vos recherches et de les actions que vous faites par rapport au Sangiovese? Oui, bon, vous voyez sur l'étiquette des vins de Cordoncia, il y a un symbole qui est composé de deux éléments. La partie la plus basse, on a les trois rangées de collines, ça représente le terroir dans lequel on travaille, ça représente notre relation avec l'agriculture. OK. D'ailleurs, je dis toujours qu'ici à Cordoncia, on n'est pas des vins, sont simplement une conséquence des raisins qu'on récolte. Et la deuxième partie du symbole, c'est la main qui pointe à l'étoile Mhm. et c'est la recherche de la qualité. Et c'est notre travail de tous les jours à la recherche de meilleurs moyens de produire de la qualité. Et pour atteindre ça, il faut toujours, chaque matin, se poser les questions, comment je peux faire mieux, comment je peux extraire de ces terrains de Sangiovese qu'on cultive sur ce terrain une meilleure qualité. Et c'est en collaborant avec les universités, avec les instituts de recherche qu'on peut faire ça. Et justement, la semaine passée, on a eu une rencontre assez importante de Slow Wine Coalition. La OK. Slow Wine Coalition, c'est un groupement qui répond au principe de la slow food, Oui. qui est un mouvement italien depuis plus de 30 ans. Et on a passé une belle après-midi dans un vignoble dans lequel on pratique les inerbimenti, c'est-à-dire les herbes dans le vignoble, OK. des terrains pas labourés, mais plutôt des terrains maintenus verts, avec floraison pour les abeilles, et, OK. et voilà, verdure pour développer des racines dans le sous-sol, et tout ça, depuis plus de 40 ans. Et on a eu des producteurs qui venaient du Piémont et de Sicile, de toute partie d'Italie, justement pour débattre ça. Et c'est dans ce travail continu, incessant de recherche de nouveaux et meilleurs moyens de produire de la qualité on arrive à avoir une belle qualité, c'est-à-dire la qualité que vous trouvez dans le verre cet après-midi. Alors, mis à part, Aujourd'hui. justement, on parlait plutôt, mis à part l'adaptation que le vigneron et que Col d'Orchia fait par rapport à l'environnement et le climat, ben aussi, dans un environnement stable, on recherche toujours à pouvoir justement améliorer et voir comment on peut optimiser et rendre le Sangiovese, le terroir, plus optimal, mais aussi de rendre un meilleur produit dans la bouteille. Justement, on peut le voir à travers votre logo que vous recherchez toujours à revoir plus haut, comme vous dites. C'est ça, les sélections clonales du Sangiovese, sélection de porte-greffes, de densité de plantation, la gestion de la masse de feuilles pendant la saison, Oui. et puis dans les chais, les fermentations, euh, euh, les vieillissements, l'élevage, tout des chapitres qu'il faut analyser en détail et débattre avec les voisins parce Oui. il faut partager les résultats pour en avoir des Oui. encore meilleurs. Une collaboration, justement, pour justement se partager l'information pour que ça bénéficie tout le monde, en fait. Voilà, voilà. Ben, ces beaux efforts se traduit définitivement dans le vin, dans notre verre, avec une belle élégance. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Ça nous apporte justement à notre dernier vin de la dégustation, soit le Col d'Orcia Olmaya Sant'Antimo 2016.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette cuvée et aussi le millésime 2016? Vous l'avez frôlé un petit peu précédemment, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette cuvée et le millésime 2016? Alors, on parle d'un autre raisin, on parle d'un raisin autre que le Sangiovese, et d'ailleurs, c'est le Cabernet Sauvignon. C'est le raisin rouge le plus planté au monde, Mhm. et il faut dire que quand mon père est arrivé ici à Montalcino dans les années 70, les premières années 80, c'était assez difficile de vendre des bouteilles importantes de vin de Toscane. Et c'est pour ça qu'il a était le premier vigneron à planter des raisins, euh, ici il disait exotiques, Ah oui. c'est-à-dire des raisins comme le Cabernet Sauvignon ou le Chardonnay, et pour rechercher des opportunités commerciales autres que le Brunello. Et c'est comme ça que Olmay est devenu le premier dans le temps Cabernet Sauvignon. On peut même dire super toscan, n'est-ce pas? Oui. Produit avec des raisins cultivés à Montalcino. Donc, Le vignoble, non, j'allais dire comme l'étiquette où vous cherchez à l'innovation, ben, ça date de très, très tôt. Donc, vouloir innover et trouver quelque chose de nouveau et faire évoluer justement le terroir et la vigne. c'est ça, c'est ça. Et c'est comme ça qu'en 1984, on a planté ce vignoble de Cabernet Sauvignon. Oui. Olmaia, c'est le nom du vignoble lui-même. Et Et on a tout de suite, premier millésime 89, utilisé des barriques qui sont pas traditionnelles ici. Ici, on a des grands fûts en bois de chêne qui représentent plusieurs barriques, une centaine de barriques même comme capacité. Et pour ce vin, par contre, au Mail, on a décidé d'utiliser la barrique française Française, OK. et 100%, oui. le vieillissement de 18 mois, c'est-à-dire deux hivers classiques. C'est comme ça qu'on a un vin qui a une belle structure, qui est très, très structuré, très concentré. Vous Mhm. pouvez voir ça déjà à partir de la couleur de ce vin dans le verre. Et, hum, et le millésime 2016 est comme je disais avant, avec le 2006, un des meilleurs millésimes du nouveau siècle. Euh, c'est un vin, ce Olmaya, qui est très euh, variétal, très reconnaissable comme Cabernet Sauvignon, Oui. bien qu'il a aussi un caractère de Toscane. L'intensité des arômes, l'intensité des saveurs est typique de la grande intensité de chaleur qu'on a pendant l'été sur Montalcino, dans les mois d'août, septembre. Euh, c'est d'ailleurs le raisin qu'on récolte en dernier, ici sur Oui. le domaine, OK. euh, aux alentours de la mi-octobre cette année, et en 2016 aussi, après la fin de septembre, et des tout petits raisins très concentrés avec une relation peau-poulpe en faveur de la peau OK. bien structurée. Est-ce qu'il y avait une particularité justement pour 2016 plus spécifique? Est-ce que c'est une année typique, atypique? Non, non, c'est une belle année typique, bien équilibrée, et un vin avec une perspective de vieillissement aussi bonne que le Brunello. Il faut dire que bien que ce soit un raisin différent, on respecte les mêmes paramètres de maturité au moment de la récolte. On protège la fraîcheur, on protège l'acidité des raisins, OK. justement parce que c'est l'élément qui nous donne la possibilité de faire des vins avec une perspective de vieillissement, mais pas seulement ça, aussi, et c'est des vins de table, des vins qui ont la possibilité de se, euh, comme vous dites, euh, jouer bien avec les mets, non, avec les plats. Oui. Euh, quand on pense à nos vins ici à Cordocha, on pense toujours à la bouteille sur la table du dîner, en relation, comme partie de l'expérience gastronomique. D'accord. Puis justement, si on parle du vin en tant que tel, la dégustation, vous direz des arômes de quoi? Ça va chercher des arômes de quoi? Et ensuite, en bouche,
Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme typicité de ce Ben, vin? plutôt des fruits noirs, des fruits myrtilles et mûrs, euh, plutôt que des fruits rouges comme on a vu dans le Sangiovese. Mhm, ouais. Et puis en bouche, on a une belle sélection quand même. Ça, c'est le côté un peu plus toscane. On sent les herbes aromatiques du bois typique de la Toscane. Mhm. C'est bien fruité, mais aussi floréal et avec un côté balsamique, un peu de menthe, un peu de liquoricia, licorice, Réglisse? Licorice. Réglisse. réglisse, Oui, voilà. réglisse. Définitivement. Et puis, ben, étant complètement différent, un autre cépage différent des deux premiers vins, est-ce que vous avez une suggestion par rapport aux accords ou un plat que vous aimez boire, excuse-moi, manger avec ce vin? Toujours assez libéral. Yes. Et vous savez, si un plat, une recette est équilibrée, le vin est équilibré lui-même, ils vont se trouver. Moi, je recommande toujours d'utiliser les herbes aromatiques du bois qui entoure le vignoble, parce qu'on retrouve ça ici, le bois typique de la Méditerranée a beaucoup de plantes aromatiques qui vont la salvia, Sauge? le romarin, Ouais. alors le laurier, et puis le fenouil sauvage Oui. et l'ail sauvage. On a même l'ail sauvage Oui, ici. oui, Et oui, nous aussi, puis ici, OK. ginepro. Ginepro, c'est juniper. Oui, de Genève, voyons, des Voilà, baies de Genève. Geneviève, Oui, c'est ça, oui. voilà. Et voilà, toutes les recettes typiques de la Méditerranée Mhm. qui utilisent les herbes aromatiques, on retrouve dans les vins, pas seulement le Cabernet Sauvignon, aussi dans les Sangiovese qu'on a goûté. On arrive toujours à détecter un peu de l'une et de l'autre. Ben, écoutez, sinon, pour vous à la maison, je vous encourage fortement une fois de plus de consulter SAQ.com pour justement voir les accords. On a beaucoup d'accords justement disponibles sur notre site. Et ce qui m'amène aussi à dire que présentement, sur SAQ.com, vous pouvez, non, excuse-moi, présentement en succursale, vous allez pouvoir trouver cette cuvée disponible et il sera aussi disponible incessamment sur SAQ.com, donc le Almaya Sant'Antimo 2016. Si justement vous voulez l'acheter après cette dégustation. Ben écoutez, Monsieur Marone Cinzano, ça nous amène maintenant à la fin, à la conclusion de notre événement. C'est triste, ça a été rapide, mais on était très choyés. Donc, je vous dirais au nom des participants, de la SAQ et de moi-même, nous tenons à vous remercier pour votre générosité. Grâce à votre passion, nous avons eu la chance de déguster des vins d'une très grande élégance. Ce fut à la fois un honneur et aussi un plaisir de vous avoir avec nous et j'espère vous voir prochainement. C'est moi qui vous remercie. C'était un honneur pour moi de pouvoir présenter mes vins, parler de mes vins, de mes passions, comme vous dites. Et je veux rajouter seulement une chose. Oui, On aime beaucoup partager nos vins, on aime beaucoup recevoir des visites ici. On fait de la cuisine très traditionnelle, les recettes de la tradition toscane, les ingrédients de saisonniers. Et c'est comme ça que j'attends les amis québécois. Venez nous voir, on partage un dîner, un déjeuner ensemble et des belles bouteilles de vin. alors je vous encourage fortement justement, vous à la maison, d'y aller. C'est une région magnifique et justement, je suis sûr que Col d'Orchia vous recevra les bras ouverts. Donc, aux participants, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Aussi, Col d'Orchia fera partie assurément de vos célébrations des fêtes. Donc, j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que l'Almaya Tenuta Col Sant'Antimo, excuse-moi, est maintenant disponible en succursale. Alors, profitez-en pour faire vos réserves. Et finalement, pour être au courant de tous nos événements SAQ Inspire, rendez-vous sur SAQ.com sous l'onglet
inspiration ou consulter vos infolettes hebdomadaires. Donc, merci et à la prochaine dégustation.